Il existe déjà des centaines de vidéos sur Clair Obscur Expédition 33, des tests, des lore explain, des analyses graphiques, des comparaisons avec Nier Automata, Final Fantasy, Dark Souls. Vous savez déjà à quoi il ressemble et vous savez déjà qu'il est sublime. Alors on ne va pas refaire ce que d'autres ont très bien fait. On ne va pas raconter l'histoire pour la 100e fois. On va aller droit au cœur, là où ça fait mal, là où ce jeu frappe avec le plus de justesse. Là où il murmure ce qu'il ne dit jamais à haute voix. Car Clair Obscur ne parle pas de révolution, il parle d'un refus d'oublier, d'un refus de laisser mourir. Et pour comprendre ce que ce jeu nous fait vivre, il faut d'abord comprendre ce mot étrange presque oublié, eidolon. Un eidolon, dans la mythologie grecque, c'est l'image spectrale d'un mort, un double lumineux, un reflet sans corps, sans chair, pas un fantôme, mais une silhouette faite de mémoire, quelque chose qu'on aime si fort qu'on préfère le retenir, même au prix de la vérité. Salut. Et c'est exactement ce que raconte Clair Obscur. Pas une histoire d'héroïsme, mais un chant funèbre, une prière à ceux qu'on a perdus et à ceux qu'on n'arrive pas à lâcher. Tu es fatigué de peindre. Alors, pour un peu de contexte, Verso est mort, un accident brutal, une déchirure impossible à recoudre. Et face à cette perte, sa mère, Aline, qu'on appelle désormais la peintresse, refuse l'évidence, refuse le vide, refuse le deuil. Alors elle plonge dans ce qu'il a laissé, un tableau, peint de ses mains. Et à l'intérieur de cette toile, elle recrée lumière, un monde doux, lumineux, suspendu, un musée vivant où les jours ne s'effacent jamais, où la beauté reste intacte, où Verso n'est pas mort, mais pas vivant non plus. Car ce qu'elle ravive n'est plus son fils, mais son eidolon, un reflet parfait, un fantôme lumineux, l'image d'un être absent que l'on chérit jusqu'à s'y perdre. Renoir, son mari, voit ce mirage s'étendre. Il comprend que cette lumière éternelle ne réchauffe plus, qu'elle fige, qu'elle consume. Alors il essaie de la ramener, de briser le sort. Mais comment libérer quelqu'un qui préfère l'illusion à la perte ? Bien plus tard, une autre entre dans le tableau, Alicia, leur fille, envoyée par sa sœur, Cléa, pour sauver leurs parents. Mais dans Lumière, elle renaît sous un autre nom, Maëlle. Et très vite, elle comprend. Ici, tout est doux. Tout est beau, tout semble enfin à sa place, mais ce monde est une prison dorée, faite d'éclats de souvenirs et de silences trop parfaits. Alors, elle vacille. Faut-il réveiller ses parents, quitte à dissiper leurs rêves, ou bien rejoindre elle aussi les voies d'Eidolon et s'oublier dans la lumière ? On croit toujours qu'on a le temps de se retourner, le temps de réparer, le temps de figer ce qu'on aime dans la lumière parfaite d'un instant, avant qu'il ne s'efface. Clair Obscur, c'est un piège, un miroir tendu à notre vanité, à cette vieille obsession humaine, défier le temps, le trahir, l'insulter. Comme si on pouvait forcer la beauté à rester, comme si l'on pouvait capturer l'éphémère sans le tuer. Orphée voulait ramener Eurydice des enfers, mais ce n'est pas l'amour qui le guidait, c'était la peur de perdre, la peur d'oublier, la peur d'être vivant, c'est-à-dire mortel. Renoir, lui aussi, garde ses proches, dans la lumière froide d'une galerie figée, là où plus rien ne change, là où plus rien ne meurt, et donc là où plus rien ne vit. Mais au fond, qu'est-ce qu'un musée, sinon un mausolée où l'on maquille les cadavres en souvenirs ? Heidegger parlait de l'être pour la mort. Cette lucidité radicale, savoir que nous allons mourir et que c'est précisément cela qui donne du poids à chaque battement de cœur. Alors la question que pose Clair Obscur n'est pas comment sauver le passé, mais plutôt pourquoi refusons-nous de laisser mourir ce que nous aimons ? Parce que accepter la perte, c'est accepter de renaître autrement,
Et vous, spectateurs, quand vous regardez ces images parfaites, ces instants qu'on veut éternels, vous demandez-vous parfois, et si préserver la beauté n'était qu'une manière élégante de refuser de vivre? Et si nous étions devenus les gardiens de nos propres tombeaux? Clair-obscur nous parle de beauté, mais pas celle qui respire, qui tremble, qui s'efface, non. Il s'agit d'une beauté immobile, une beauté enfermée, empaillée sous verre. Chacun des personnages porte un masque d'éternité. Chacun, à sa manière, nous parle de cette tentation d'arrêter le temps. On la croit souveraine, artiste toute puissante, tisseuse de lumière, mais elle n'a rien d'une déesse. Elle est Déméter, Cypher en robe blanche, celle qui choisit l'illusion parce qu'elle est belle. Déméter, dans la mythologie grecque, était la déesse des moissons, de la fertilité, de la terre nourricière, mais elle était surtout la mère de Perséphone, enlevée par Hadès, roi des enfers. Et quand sa fille disparaît, Déméter cesse tout. Elle fige les saisons, elle dessèche les blés, elle fait du monde un hiver interminable, parce qu'elle refuse de faire comme si de rien n'était. Elle n'accepte pas, elle ne passe pas à autre chose, elle pleure, elle crie, elle cherche. Et c'est ce deuil-là, cette colère sacrée qui finira par forcer les dieux à négocier, à rendre au monde un rythme, une alternance entre lumière et ombre, entre présence et absence. Et la peintresse, elle est Déméter. Elle laisse l'hiver venir, elle descend chercher son enfant, elle pleure, elle peint. Elle recompose un éternel hiver, un monde sans cri, sans manque, sans changement, un monde où Perséphone, Verseau, ne serait jamais partie. Un monde figé par un refus de souffrir. Elle sait au fond que son fils est mort, mais elle a trouvé une autre voie, un monde où elle continue de sourire, où rien ne s'efface, où même la douleur devient décor. Bon, le monde n'est pas si figé. Le temps passe, les enfants naissent, les visages vieillissent sans faner, mais tout est sous contrôle, comme une symphonie trop parfaite. Un rêve lucide où personne ne veut se réveiller. Elle est celle qui a choisi, qui a dit oui à la matrice, oui au simulacre, parce qu'en face, il n'y avait que l'abîme. Elle a transformé le chagrin en lumière, la perte en œuvre d'art, et pour cela, elle a reconstruit un monde où la douleur ne blesse plus, parce qu'elle est encadrée, mise en scène, esthétisée. Mais Renoir, lui, ne peut plus. Il voit l'ombre derrière les dorures, il sait que Verseau ne vit pas, qu'il répète. Et c'est là que le drame commence, quand l'amour ne veut plus préserver, mais laisser partir. On l'appelle le conservateur, mais Renoir n'a jamais voulu conserver pour le plaisir de posséder. Il n'est pas un simple collectionneur d'ombres, ni un tyran figé dans son monde de lumière artificielle. Renoir, c'est Atlas, ce géant mythologique condamné à porter le ciel sur ses épaules, seul, sans répit, sans relâche, supportant le poids immense d'un monde qu'il refuse de laisser s'effondrer. Chaque lumière figée dans clair-obscur, chaque souvenir suspendu est une étoile lourde, un fardeau invisible mais écrasant. Renoir porte cette charge depuis longtemps, sachant que cette quête de conservation éternelle n'est pas un triomphe, mais une condamnation lente, une prison dorée pour ceux qui l'aiment. Comme Atlas qui supporte le ciel, Renoir supporte la douleur d'un mensonge, celui d'un monde arrêté dans une beauté immobile, qui empêche la naissance, le changement de la vie. Chaque fils figé dans un tableau est un poids de plus sur ses épaules. Et pourtant, il ne renonce pas. Il porte ce fardeau, non pas par vanité, ni par orgueil, mais parce qu'il aime ses proches plus que sa propre liberté. Il sait que briser l'illusion, c'est risquer la chute et la douleur. Mais il sait aussi que continuer à la porter, c'est les condamner à une mort lente, une existence figée sans espoir de renouveau. C'est cette ambivalence douloureuse qui fait de Renoir un héros tragique, un homme prêt à supporter le poids du ciel, non pas pour dominer, mais pour protéger. Et c'est dans ce choix, dans ce sacrifice, que réside sa vraie grandeur. Verseau, c'est le fils sacrifié. Un Icare moderne, aile brûlée non pas par le soleil, mais par la lumière froide du souvenir. Il est ce que nous refusons de laisser partir, le fils parfait. Un éternel reflet dans le regard de sa mère.
Mais derrière la beauté de l'image, il y a la douleur d'une existence niée. Verso n'est pas vivant, il est figé, comme une photo trop longtemps regardée. Roland Barthes écrit « Ce que la photographie reproduit à l'infini n'a lieu qu'une fois. Verso, c'est ce « ça a été » dont parle Barthes, un fragment d'éternité conservé dans la douleur. On le rejoue, on le répète, on le vénère, mais on ne lui vit pas, il est regardé. Il n'est plus un fils, il est devenu image, une trace, une preuve, un fétiche, comme ces photos que l'on ne range jamais, parce qu'on sait que les oublier, ce serait trahir l'amour. Mais les regarder encore, c'est empêcher les morts de mourir et les vivants de vivre. Et puis, il y a Maëlle, l'intruse, l'innocente, celle qui découvre la toile avec les yeux émerveillés, prête à croire en la promesse d'un monde parfait. Elle, c'est Psyché, la jeune âme à la beauté éclatante, confrontée à l'épreuve du miroir. Un miroir qui ne renvoie pas seulement son image, mais aussi son désir le plus secret, celui d'être complète, sans faille, sans manque. Dans ce reflet figé, elle croit voir l'entière vérité de son être, une illusion de plénitude et de perfection. Mais comme dans le mythe, Psyché ne peut trouver la vraie vie en restant prisonnière de son image. Le miroir devient alors une cage dorée, un piège où s'efface la douleur nécessaire du devenir. Elle est fascinée par cette beauté immobile, tentée de s'y perdre, de fuir la douleur et la peur qui accompagnent toujours la croissance. Psyché doit quitter le reflet, affronter l'inconnu et accepter la fracture entre l'image qu'elle porte et la vie qu'elle appelle. Car c'est dans cette séparation douloureuse que germe la véritable naissance, celle d'une âme libre qui choisit de vivre avec ses blessures plutôt que de s'abandonner à l'illusion d'une éternelle jeunesse. Maëlle, comme Psyché, est au seuil de ce passage. Mais dans Clair Obscur, ce seuil est une lutte entre la tentation de rester dans la beauté figée et le courage d'embrasser l'impermanence, le chaos de la vie. Paul Ricoeur parlait de l'identité narrative. Nous nous racontons des histoires pour exister, des fictions pour donner du sens au chaos. Mais dans Clair Obscur, ces fictions deviennent des prisons. On essaye de raconter pour évoluer, on raconte pour figer, pour ne plus changer, pour ne plus perdre. Et c'est là que le piège se referme. La représentation devient substitution. L'image se fait plus réelle que la vie elle-même, et nous nous perdons dans ces faux semblants. Clair Obscur nous tend un miroir. Sommes-nous prêts à voir au-delà de l'image? Ou préférons-nous rester fascinés par la beauté de nos propres mensonges? Un musée, un lieu de recueillement, dit-on, de préservation. Dans Clair Obscur, le musée n'est pas une maison de la mémoire, c'est une prison du temps. Pierre Nora l'avait déjà révélé, les lieux de mémoire naissent quand la mémoire vivante s'effondre. Quand on ne sait plus transmettre, on conserve, quand on a peur d'oublier, on fige. Clair Obscur nous montre cette dérive. Un monde où la beauté n'est plus vécue, mais empilée sous verre. Un monde où l'histoire n'est plus mouvement, mais décor. On croit sauver, on croit rendre hommage, mais à force de conserver, on étouffe. François Hartog appelle ça le présentisme. Vivre dans un présent perpétuel, sans passé qui nous hante, sans futur qui nous appelle. Clair Obscur, c'est ça. Un monde où plus rien n'advient. Un présent étouffant, sans avant ni après. Une boucle immobile où chaque instant est figé comme une relique. Ce n'est plus une utopie, c'est un formol existentiel. Et pourtant, l'ange de l'histoire de Walter Benjamin plane sur ce tableau. Il regarde vers le passé. Ses ailes déployées sont prises dans la tempête du progrès. Il voudrait réparer, ramasser les morceaux brisés, mais la tempête l'entraîne inexorablement vers l'avenir. Dans Clair Obscur, on refuse cette tempête. On ferme les fenêtres, on s'abrite dans la toile, on refuse d'avancer, de peur de voir s'écrouler le bel édifice. Mais la poussière continue de s'accumuler. L'air se raréfie, et sous la couche de vernis, la vie pourrit. Au fond, Clair Obscur réinvente la caverne de Platon. Mais ici, les ombres ne viennent pas d'un feu tremblotant. Elles viennent de projecteurs parfaits, d'écrans de haute définition. On préfère contempler ces images immobiles plutôt que d'affronter la lumière crue du monde réel. La sortie existe, mais qui osera quitter la douceur des illusions? Qui acceptera de voir la poussière?
la rouille, le vieillissement des choses et des êtres. Ce monde qui prétend aimer la beauté, en réalité, il la déteste. Car aimer vraiment la beauté, c'est accepter de la voir faner, c'est voir la fleur s'ouvrir et la laisser se flétrir. C'est aimer ce qui passe, non ce qui stagne. Dans clair-obscur, vouloir figer la beauté, c'est la tuer à petit feu. Et c'est là tout le drame de cette prison. Elle est née de l'amour, mais cet amour s'est transformé en peur. La peur de perdre, la peur d'oublier et la peur de mourir. Clair-obscur nous confronte à cette tentation sournoise, vivre dans un musée plutôt que de risquer de vivre dehors. Mais dehors, il pleut. Dehors, ça change. Dehors, on vit. Vous pensiez qu'il suffisait d'ouvrir les yeux pour voir. Clair-obscur vous montre l'inverse. On peut se croire éveillé et rester prisonnier d'un rêve, un cercle d'illusions, un cycle de faux éveils. Verseau, le fils pris dans la toile, il se réveille, il comprend et puis le pinceau d'Alicia passe, efface, repeint. Sa lucidité devient un brouillard, sa douleur devient un décor. Comme Sisyphe, il gravit la pente de la conscience à main nue avant de chuter. Encore et encore. Mais là où Sisyphe portait son rocher, Verseau porte son reflet. Son enfer n'est pas le supplice, c'est l'amnésie imposée. Il souffre, mais on lui interdit d'apprendre. Il se débat, mais l'image le recouvre. Clair-obscur nous confronte à cet enfer moderne. L'enfer d'un monde où la mémoire est remodelée à volonté. Un monde de réinitialisation permanente. Et Alicia voulait sauver Verseau, le garder intact, le préserver du déclin. Mais à trop vouloir protéger, elle deviendra elle-même gardienne de l'illusion. Comme Perséphone descendue aux enfers, elle choisira d'y rester, de faire des enfers un jardin d'hiver, froid mais éternel. Elle peindra, elle corrigera, elle polira les souvenirs, elle fabriquera une vie parfaite, où rien ne s'abîme, mais où plus rien ne vit. Baudrillard l'avait prédit. La simulation parfaite finit par remplacer le réel. On ne sait plus si l'on aime la personne ou son image retouchée. Dans Clair-obscur, la toile d'Alicia deviendra ce simulacre. Plus vrai que la réalité, plus douce, plus brillante que rassurante. Mais chaque coup de pinceau éloignera Verseau de lui-même. Et dans cette quête d'éternité, c'est Alicia elle-même qui se perdra. Elle croira sauvée, elle deviendra prisonnière de sa propre illusion. Camus disait « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Mais Verseau n'a pas ce luxe, car ici la répétition n'est pas choisie. Elle est imposée, sans conscience, sans révolte possible. Clair-obscur nous montre un Sisyphe numérique, réinitialisé à chaque cycle, privé même de sa propre absurdité. Il n'est pas puni par les dieux, il est puni par notre refus d'accepter la finitude. Dans ce cercle des illusions, le véritable enfer, c'est de ne pas mourir. Dans notre monde saturé d'images, combien de faux éveils avons-nous pris pour des révolutions?
Combien de simulacres confondons-nous avec la vérité? Combien de versos étouffons-nous sous le vernis de nos souvenirs retouchés? Tant qu'on refuse de briser la toile, le cycle recommence encore et encore. Renoir voit ses proches figés dans une toile parfaite, une illusion si douce, si rassurante, qu'elle en devient cruelle. Alors, que faire? Faut-il briser l'illusion? Faut-il réveiller ceux qu'on aime, les arracher à leurs rêves de porcelaine, au risque de leur infliger la douleur du réel? Ou faut-il lâchement les laisser s'endormir dans cette perfection mensongère? Ce dilemme, c'est le nôtre. Chaque fois qu'on refuse d'annoncer une vérité qui blesse, chaque fois qu'on préfère le confort d'un mensonge partagé. Pour Sartre, l'engagement n'a de valeur que dans la lucidité. Agir même quand le monde n'offre aucune promesse, même quand la victoire est impossible. Pour Camus, la révolte est une forme d'espérance, non pas parce qu'elle garantit un succès, mais parce qu'elle affirme « je refuse le mensonge ». Renoir, lui, devient cette révolte tendre. Il sait qu'il blessera, il sait qu'il brisera des cœurs, mais il agit, parce qu'il aime trop pour laisser faire. Comme Orphée descendu aux enfers pour ramener Eurydice, Renoir marche sans se retourner. Mais là où Orphée échouait par faiblesse, Renoir accepte, il sait qu'il ne pourra pas conserver l'instant, que le regard en arrière serait une trahison. Il coupe le fil, non pas par cruauté, mais parce qu'il aime assez pour laisser partir. Clair-Obscur nous pose la question. Le vrai amour, est-ce figer l'autre dans son plus beau souvenir? Ou est-ce accepter qu'il change, qu'il parte, qu'il meure? Briser la toile, c'est refuser d'être geôlier. C'est honorer la vie dans ce qu'elle a de plus insupportable, sa finitude. C'est là la grande leçon de Renoir. Je vous aime assez pour ne pas vous retenir. Un sacrifice lucide, une révolte sans illusion, un dernier geste d'amour, brutal mais nécessaire. Et vous, seriez-vous capable de briser la toile, de libérer ceux que vous aimez, au prix de votre propre douleur? Ou préféreriez-vous les garder enfermés? De belles statues figées dans un musée qui sent la mort. C'est cette question que Clair-Obscur nous tend, comme un miroir, impossible à esquiver. Il y a des adieux qu'on prononce sans bruit, des séparations si profondes qu'elles ne demandent aucun mot. Le geste de Renoir quand il laisse partir Alicia n'est pas un abandon, c'est un acte d'amour véritable. Spinoza le disait, aimer c'est se réjouir de l'existence de l'autre, mais une existence vraie, libre, imprévisible, non pas figée dans la perfection morte d'un souvenir. Renoir comprend que retenir Alicia dans la toile, c'est nier ce qu'elle est, c'est trahir la vie elle-même. Alors il offre Alicia à la toile. Non comme on jette quelque chose, mais comme on dépose une offrande. Un geste humble, douloureux mais nécessaire. Dans les mythes anciens, ce geste a un nom, la descente aux enfers. Inanna, la déesse sumérienne de l'amour et de la guerre, descend dans le monde souterrain. Elle se dépouille de tous ses attributs, de ses symboles de pouvoir, jusqu'à n'être plus qu'une simple présence nue, face à la mort. Mais c'est ce dépouillement, cette traversée du néant qui lui permet de renaître, de revenir plus forte, plus vivante. Alicia ne suit pas ce chemin. Elle descend dans la toile, perd tout ce qui l'a protégée. Elle n'est plus la fille d'eux, elle n'est plus le reflet d'eux, elle devient simplement elle-même la peintresse. Mircea Eliade parlait des rites de passage comme de ces moments où l'ancien moi meurt, où un être neuf naît à la lumière. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une structure profonde de l'humanité. Le passage par la perte, le deuil de l'image est ce qui permet l'accès à la vérité du vivant. Clair-Obscur n'est pas seulement un jeu sur la mémoire, c'est une initiation, une leçon dure. Pour renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Renoir, en laissant partir Alicia, devient l'officiant silencieux de ce rite. Non comme un prêtre dogmatique, mais comme un père aimant, qui sait que l'amour véritable, c'est aussi de savoir dire « va, sois vivante, même sans moi ». Et là, le miroir se retourne. Ce n'est plus Renoir qui regarde Alicia, c'est le jeu qui nous regarde, nous, spectateurs. Sommes-nous prêts, nous aussi, à faire cette offrande? Sommes-nous capables d'abandonner les images figées de nos souvenirs, les musées intérieurs de nos illusions, pour traverser ce seuil et embrasser le chaos du vivant? Ou préférons-nous rester derrière la vitre,
spectateurs émus, mais figés. Clair-obscur nous murmure cette vérité. Ce que nous croyons perdre, nous le retrouvons sous une autre forme. Renoir n'a pas perdu Alicia, il a simplement cessé de la posséder. Et dans cet abandon, il trouve une paix. Non pas celle de l'oubli, mais celle d'une vérité nue. Aimer, c'est laisser l'autre vivre sans nous. Êtes-vous prêt à franchir ce seuil ? Clair-obscur n'est pas un simple conte post-apocalyptique. C'est une allégorie initiatique, une traversée intérieure. Ce n'est pas la fin du monde qu'il raconte, mais la fin d'un monde, celui de nos illusions, de nos reflets rassurants, de nos musées intérieurs où l'on conserve jalousement ce qui ne vit plus. Chaque personnage est un miroir de nous-mêmes, la peintresse, Verso, Maëlle, Renoir, Alicia, tous sont autant de voix intérieures. Accrochés à leurs images, luttons contre l'évidence. Tout ce qui vit est voué à changer. Le dernier regard de Renoir, quand il accepte enfin de lâcher prise, ce n'est pas un geste de résignation, c'est une catharsis. Comme dans les tragédies grecques, pleurer la mort n'est pas s'y soumettre, c'est l'embrasser pour mieux renaître. Nietzsche nous souffle à l'oreille Amor fati. Aime ton destin jusqu'à ses pertes, jusqu'à ses ruptures. Aimer le flux du réel, c'est cesser de vouloir arrêter le fleuve. C'est plonger dans ses eaux avec tout ce que cela implique. La dérive, la submersion, mais aussi l'ivresse de la vie. Clair-obscur nous tend un miroir brisé. Chaque éclat nous renvoie à cette question. Es-tu prêt à aimer ce qui passe, à embrasser l'impermanence, sans nostalgie morbide, sans vouloir figer le moindre instant? Le musée dans Clair-obscur n'est pas un lieu de mémoire bienveillant. C'est un sanctuaire de la peur d'oublier, la peur de perdre, la peur de ne plus être. Mais à quoi sert de se souvenir si ce souvenir nous empêche de vivre? Le choix ultime que propose le jeu n'est pas une simple décision narrative, c'est une question philosophique, existentielle, intime. Sommes-nous capables de quitter la toile, de sortir du musée des souvenirs figés, d'accepter la beauté tragique du devenir? Dans toutes les mythologies, il existe un symbole de cette leçon. Le phénix, cet oiseau qui meurt dans les flammes, non comme une punition mais comme une promesse, car de ses cendres renaît une vie nouvelle. Clair-obscur est ce bûcher initiatique. Il nous invite à embraser la finitude, non comme une tragédie mais comme la condition même de l'émerveillement. Alors, quand le générique s'étire, quand la dernière note résonne, le jeu ne vous demande pas « As-tu compris l'histoire ?» mais bien « Es-tu prêt, toi, à franchir le seuil, à quitter le confort cruel de la beauté figée, à vivre dans l'incertitude du mouvement, car c'est là et seulement là, dans cette acceptation profonde, que nous cessons d'être des spectateurs et que nous redevenons des êtres vivants. On ferme les yeux pour mieux voir. Maman a dit que je devais rester beau. Alors un maman, comme ça, avec mes yeux d'avant, mes joues roses, mon sourire qui ne bouge plus. Elle a dit, ici, personne ne te salira. Ici, tu ne grandiras pas. Mais maman, est-ce qu'on peut respirer sans changer? Je regarde les arbres qu'elle a dessinés autour de moi. Les feuilles sont parfaites. Elles ne tombent jamais. Elles ne bruissent pas. Elles dorment, comme moi. Parfois, j'entends des rires derrière le tableau. Des rires qui tremblent, qui s'éraflent. Je tends la main, mais ma main est plate. Plate comme un mensonge. Maman dit que dehors, le monde est méchant. Mais ici, il est sourd. Et j'ai beau crier dans mes couleurs, personne ne m'entend couler. Alors j'attends. J'attends que ces pinceaux se taisent. J'attends qu'un jour elle me regarde sans vouloir me réparer. Qu'elle me voie abîmée. Zidane. Ici, tu ne me quitteras jamais.